Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Stress, burn-out, charge mentale, les 20e et 21e siècles ont vu une irrépressible extension du domaine de la fatigue. Les épuisements s'étendent du lieu de travail au foyer, du loisir aux conduites quotidiennes. Une hypothèse qui sous-tend le livre que vous publiez, Georges Bigarello. Bonjour. Histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours aux éditions du Seuil. Alors la fatigue, puisque l'on évoque beaucoup dans cette tranche d'actualité le coronavirus, bien sûr, aujourd'hui on le présente aussi, ce coronavirus, comme un virus qui cause une intense fatigue. Et vous avez rajouté d'ailleurs un chapitre à votre livre, Georges Bigarello, pour nous expliquer le lien qu'il y avait entre le coronavirus et la fatigue. Qu'est-ce que ça suscite en vous, le fait que ce virus dont on parle tant est un virus qui cause une intense fatigue chez les malades? Oui, j'ai ajouté un chapitre parce que la situation actuelle me paraît particulièrement révélatrice de questions qui portent sur la fatigue et qu'évidemment j'ai traitées en traversant le temps. Je trouve, premièrement, qu'il s'agit d'un phénomène de peur qui crée un inconfort relativement marqué, et cet inconfort peut renvoyer à de la fatigue. Mais il y a deux autres phénomènes qui me paraissent très importants et qui ajoutent encore, en quelque sorte, à l'inconfort. D'une part, le Covid crée quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude sur le futur. On ne sait pas exactement comment les choses vont se dérouler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et deuxièmement, il y a aussi une sorte d'incertitude sur l'espace. Où dois-je me promener? Comment puis-je me promener? Est-ce que je dois porter un masque ou pas? Ici, vous voyez, je parle avec vous, je n'ai pas de masque. Tout à l'heure, dans le couloir, j'en ai un. Donc, il y a quelque chose qui accroît en quelque sorte de l'ordre de l'inconfort. Et ce que je constate quand je travaille vraiment sur cette question, et je m'y suis mis évidemment dès que le confinement est apparu, qu'est-ce que je constate? Plusieurs choses. D'abord, une énorme présence de l'évocation de la fatigue. Une sorte d'épuisement qui se diffuse et qui se généralise. Deuxièmement, une manière très nouvelle, qui est liée précisément aux hypothèses que j'ai faites sur ce sujet, une manière très nouvelle de parler de façon singulière, je. On a énormément de témoignages sur la façon dont les individus s'éprouvent. Et ce qu'ils éprouvent, évidemment, c'est de l'ordre de la limite. Et cette limite, elle renvoie à quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de la difficulté. La difficulté de l'épuisement. Une fois que l'on dit tout ça, il y a évidemment des publics qui sont plus visés que d'autres. Et qui me paraissent très révélateurs, une fois encore, de la situation présente. Je n'insiste pas sur les soignants, mais c'est très important la question des soignants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont trouvés confrontés à une situation qu'évidemment ils n'attendaient pas, mais à une situation dans laquelle ils ont eu le sentiment que leurs armes étaient insuffisantes. Or, quand vous regardez leurs témoignages avant le confinement, il y a quelques mois, déjà, ils disaient ça. Moi, je me souviens d'articles très précis disant la moitié des soignants se considèrent un épuisement. Décembre 2019. Pourquoi se considérait-il un épuisement? Tout simplement parce que leurs armes étaient insuffisantes, mais aussi, alors ça, c'est au cœur de ce que, personnellement, j'ai tenté de montrer, mais aussi parce que leurs attentes n'étaient pas satisfaites, parce qu'ils se sentaient dominés. Et ils se sentaient dominés comment? Les soignants, eux, pensent pouvoir gérer l'hôpital à partir de leurs propres repères, qui sont les repères liés à la pathologie et aux questions véritablement de la maladie. Or, l'hôpital, il est géré par des administrateurs. Donc, ils se sont sentis déjoués. Leur propre identité était en cause. Et le fait que leur identité était en cause crée précisément de l'insatisfaction et de la fatigue. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on le retrouve évidemment ailleurs. Et oui, et ce que vous expliquez dans ce livre, Georges Bigarello, vous qui êtes historien, bien entendu que la fatigue a différents visages. Alors, elle a différents visages historiques, elle a différents visages, mais à chaque fois, c'est un ennemi sournois, mystérieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, à la fois quand vous évoquez les soignants, mais quand on évoque aussi les malades du Covid, ou tout simplement ces individus modernes qui, à 7h48, ont du mal à se lever, oui. Voilà. Eh bien, on ne peut pas lutter contre la fatigue. Il n'y a pas de médicament contre la fatigue. Et c'est finalement un mal absolu qui n'a pas de remède. C'est une question passionnante parce que la fatigue renvoie à ce que je considère personnellement comme étant le cœur de problèmes anthropologiques. C'est une limite de l'humain. C'est une limite de l'humain exactement comme la maladie est une limite de l'humain ou comme la mort est une limite de l'humain. Et je suis très surpris en travaillant sur cet objet de voir que finalement il n'a pas tellement été travaillé dans l'histoire. Ça, c'est un premier point. C'est une limite anthropologique. Le deuxième point, je reprends ce que vous venez de dire, c'est très difficile de l'évaluer.
c'est très difficile de dire à partir de quand il y a un seuil qui fait que l'on bascule dans quelque chose qui est intolérable. Alors évidemment, il y a eu des expériences. Je pense à l'expérience de Vous Mosso. racontez beaucoup d'expériences, je pense des expériences à l'expérience de amusantes. Mosso qui est magnifique. Mosso, à la fin du 19e siècle, soumet ses propres cobayes au fait de tirer en quelque sorte un poids à partir de l'action du majeur. Vous voyez, c'est très limité. Mais en même temps, Mosso, il a un objet. C'est-à-dire qu'il montre qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus fléchir le doigt, il y a effectivement la fatigue. Très bien. Mais Mosso, il est centré sur un doigt et il est centré sur une action. Or, lorsque vous prenez en compte l'ensemble des muscles, l'ensemble des problèmes psychologiques et l'ensemble des actions, vous êtes confronté à quelque chose qui est de l'ordre de la difficulté, de l'impossible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. C'est-à-dire que de période en période, vous voyez à quel point il est difficile de définir et vous voyez à quel point ils ont tenté effectivement de définir. Mais oui, parce qu'à chaque fois, c'est un mystère. Alors, vous évoquez aussi Georges Vigarello, par exemple, toutes ces expériences destinées à savoir quels sont les aliments qui permettraient de combattre le mieux la fatigue. Racontez-nous. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois la question qui porte sur quel travail peuvent-ils supporter sans fatigue. Alors ça, ce sont des expériences qui sont importantes, qui naissent avec, je dirais, vraiment les lumières, l'exigence scientifique, etc. Donc on soumet des gens à un certain nombre d'activités. On les fait marcher, par exemple. On les fait marcher, on leur fait monter des escaliers, Voilà. on les fait monter des On voit montagnes. combien de marches ils peuvent Très monter bien, sans être parfait. fatigués. Et puis voilà. Et puis on s'appuie sur ce qu'ils disent. Et évidemment, ce qu'ils disent peut changer d'un individu à l'autre, voyez-vous. Et en même temps, ce qu'ils disent peut être parfaitement illusoire. Donc ce sont des recherches très intéressantes, à mon avis, et qui renvoient précisément à une difficulté qui est tout simplement une difficulté humaine. Alors je reviens maintenant à ce que vous disiez. Non seulement il y a des expériences qui portent sur l'action et sa limite, mais il y a des expériences qui portent sur la prévention et sa difficulté. Donc là, ça change aussi, une question très importante, ça change avec la façon dont on se représente le corps. Lorsque vous vous représentez le corps en fonction des repères de la tradition, à savoir, le corps est fait d'humeur, ce sont des liquides. Ce sont les liquides qui commandent la véritable effectivité. Et on le voit, vous voyez, on le voit. Les teints fleuris sont les gens forts, les teints pâles sont les gens faibles. La mort vous fait retirer complètement les liquides. Bon, bref, donc ce sont les liquides. À ce moment-là, la prévention, c'est quoi? Donner des liquides. Madame de Sévigné, que dit-elle? Magnifique, il faut, ma fille, que vous puissiez vous prendre du lait le matin, absolument, c'est indispensable. Il faut que vous puissiez rafraîchir votre organisme. Si vous changez de repère, 18e siècle. Le repère, c'est le nerf. Le repère, c'est la fibre. Le repère, c'est l'excitation. À ce moment-là, les données changent complètement. Prenez des excitants. Resserrez votre fibre. Baignez-vous dans le frais pour pouvoir tenir votre corps, voyez-vous. Donc, c'est ça qui est important. À la fois, il y a la limite dont je viens de parler, incernable, et en même temps, il y a la tentative d'y répondre avec des représentations du corps qui changent avec le temps. Et on découvre, Georges Vigarello, qu'il y a, par exemple, avant même que le mot vegan n'existe, on considère, par exemple, que manger de la viande, ça fatigue. Exactement. Alors, on considère, ça c'est un sujet que je trouve personnellement très important. On considère que la viande renvoie à une intuition. C'est du sang, vous voyez, c'est rouge. Bon, donc ça renforce. Mais si vous faites une analyse chimique, alors ça n'apparaît que dans la deuxième moitié du 19e, même non, début, première moitié. Si vous faites une analyse chimique, je pense à Liebig, vous constatez que ce qui est le plus énergétique, ce n'est pas forcément la viande, ce sont les hydrocarbures, c'est-à-dire finalement le sucre, ce qui permet la combustion. Donc, nouvelle image du corps, c'est la combustion qui crée précisément l'efficacité. Vous voyez, donc l'image du corps a changé, du coup, la manière dont vous vous penchez sur la façon d'énergétiser le corps change aussi. Et à ce moment-là, il y a un immense débat. Est-ce que c'est vraiment la viande? Quand vous lisez Balzac, son médecin de campagne, la viande rouge, vous voyez, voilà. Mais lorsque vous prenez, je reviens, les analyses chimiques, c'est moins la viande que les hydrocarbures. Et on voit insensiblement apparaître dans la deuxième moitié du 19e siècle cette idée selon laquelle ce n'est pas forcément la viande qui est l'élément le plus énergétisant. Alors, au travers de ces différentes recherches, Georges Vigarello, il s'agit en fait de mettre l'humain en équation parce que la fatigue de l'homme, c'est finalement les limites de son rendement, de sa productivité. Exact. Et là aussi, vous expliquez comment un certain nombre d'approches, celle de Taylor par exemple, ont consisté à savoir qu'est-ce que l'on pouvait faire à un être humain sans qu'il soit fatigué, c'est-à-dire sans que les rendements déclinent. Oui, alors, vous avez raison, c'est la tentative de mettre l'humain en équation et c'est l'impossibilité de réaliser cette fameuse équation. Mais il y a une autre question
avant d'arriver à l'exemple que vous donnez, qui est extrêmement intéressante et qui est la suivante. Quelles sont les grandes fatigues qui sont considérées comme dominantes à une période par rapport à une autre? Or, figurez-vous qu'au Moyen-Âge, ce n'est pas le travailleur. C'est pas le travailleur qui est au cœur de la préoccupation. Ce qui est au cœur de la préoccupation, c'est les grandes images valorisées. Le combattant, éventuellement le marchand et le voyageur, éventuellement le clerc, parce que le clerc se fatigue pour nous, parce que le clerc, il a une fatigue rachat, vous voyez. Et puis, insensiblement, pour des raisons qui sont cette fois liées à la productivité, à l'efficacité, à la manière dont on dessine le futur, oui, le travailleur se met à être au cœur de la préoccupation. Ça n'apparaît à mon avis qu'à l'extrême fin du XVIIIe et surtout avec l'industrialisation au XIXe. Toutes les questions à ce moment-là se déplacent. C'est comment faire en sorte qu'il soit le plus productif en ayant le moins de fatigue possible. Alors pour reprendre l'exemple de Taylor, qui est magnifique, mais qui n'intervient vraiment qu'au début du XXe. Taylor est quelqu'un qui va observer le chronomètre en main et qui va observer, je dirais, quasiment le dessin en main. Quels sont les gestes les plus efficaces, les plus économiques? Quels sont le temps que l'on met pour réaliser au mieux? Et Taylor va aboutir à des résultats extraordinaires, montrant par exemple que quelqu'un qui doit porter des gueuses pour aller d'un lieu à un train, s'il est bien entraîné, il peut, au bout de son entraînement, porter 20 fois plus de gueuses qu'il ne le faisait auparavant. Le problème, c'est que Taylor, il soumet les gens à des systèmes qui sont terribles, qui sont extraordinairement contraignants. Regardez, par exemple, Charlot, dans les temps modernes, c'est exactement ça. Oui, dans les phrases que vous citez, donc Taylor va être contesté. S'il peut boulonner, il ne fera que boulonner, exact. Il n'a pas à bouger. Voilà. Bref, c'est vraiment l'homme-machine. C'est à la fois un immense espoir et une immense déception. Voyez, et je pense que ce qui nous conduit à aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est au contraire la prise en compte d'une exigence psychologique, la prise en compte d'une autonomie, la prise en compte finalement d'une attente de la part de celui qui travaille. Or, nous sommes au cœur de ce problème aujourd'hui, alors que nous n'y étions pas au début du XXe. Et oui, parce qu'au début du XXe, comme vous le montrez, il n'y a vraiment pas d'empathie dans la manière dont Taylor envisage la fatigue des travailleurs. Voilà, ça n'est pas du tout cette question. Mais vous montrez aussi qu'il y a une représentation relative de la fatigue. Par exemple, j'ai découvert dans votre livre que la principale fatigue à une époque, c'était la fatigue du voyageur, qu'on considérait que les voyages fatiguaient énormément et qu'il y avait particulièrement un souci à se faire lorsqu'on voyageait, Georges Vigaret. Alors ça, c'est plutôt le Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, il y a une situation que l'on croit connaître, alors qu'en fait, je pense qu'on l'oublie. C'est la sensation que l'espace est en fait infiniment plus menaçant, infiniment plus complexe qu'on ne le croit. À la limite, on a des tracés, mais on n'a pas de maîtrise de l'espace, on n'a pas de maîtrise globale, on n'a pas de point de vue de surplomb. Donc le voyageur, il est confronté à cela. Il est confronté au fait que les obstacles se multiplient. D'où l'intérêt, effectivement, pour le voyageur. D'où aussi quoi? L'intérêt pour le pèlerin. Le pèlerin est celui qui va se confronter à une difficulté qui va lui permettre de quoi? De se racheter. Et ça va très loin. Ça va même au fait que le pèlerin, on va l'utiliser dans des procédures de condamnation. Ce qui m'a surpris, moi je ne le savais pas, c'est en travaillant là-dessus que je le découvre. Autrement dit, un crime peut être racheté en 1200 si vous effectuez un grand trajet dans ces situations inquiétantes et menaçantes. Oui, c'est quand même très curieux. Or de cela, on va progressivement se détacher. L'espace va complètement se transformer. C'est une question très importante. La façon dont l'espace va se planifier, la façon dont l'espace va se réguler. Ça entraîne aussi des défis à l'égard de l'espace. Combien de temps vais-je mettre? Et puis ça entraîne des paris. Alors, des paris naissent au XVIIIe siècle qui nous renvoient aux questions de la fatigue. Est-ce que je suis en mesure de partir de Paris, d'aller à Versailles et de revenir en moins de 2 heures? Paris, vous voyez. Et là, on voit très bien comment la fatigue s'immisce dans la façon dont vous vous affirmez. Je viens de dire affirmer. Question fondamentale. C'est-à-dire que finalement, les individus grandissent dans leur exigence d'affirmation. Ce qui confronte fondamentalement à la question de la fatigue. Vous savez, la montagne. La montagne, ça se crée, ça s'invente dans la deuxième moitié du XVIIIe. Ça ne s'invente pas avant. Et on se donne des défis pour monter. Et là, on voit très bien... Là, la fatigue, c'est la bonne fatigue du sportif. Là, il y a ce que j'appelle personnellement une fatigue plaisir. Voyez, et c'est très nouveau, ça. C'est pas la fatigue rachat, c'est une fatigue qui vous rachète, mais psychologiquement, et pas du tout pour des raisons religieuses, et qui entraîne quelque chose qui vous satisfait, et quelque chose qui vous donne le sentiment que vous vous réalisez. Or, qu'est-ce que le sport aujourd'hui? Entre autres, c'est précisément cela.
on va continuer d'évoquer ces histoires de la sensibilité, parce que finalement, ce que vous racontez, Georges Vigarello, dans votre histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours, publiée aux éditions du Seuil, c'est à la fois l'histoire d'un phénomène, mais un phénomène qui a différents visages, puisqu'on passe de la fatigue physique à la fatigue psychologique, et différents remèdes aussi, puisque chaque époque tente de trouver des remèdes à cette fatigue, et on va continuer. Mais je suis très sensible au fait que vous employez le mot sensibilité, parce que c'est précisément au cœur du projet. Et plus largement, je pense que l'histoire de la fatigue renvoie à une histoire de notre propre conscience, à la façon dont nous éprouvons et dont notre conscience s'approfondit et se complexifie. Alors on va souhaiter tous les deux un excellent réveil à nos auditeurs, Georges Vigarello, et on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cette sensibilité à la fatigue et cette histoire des sensibilités. 8h sur France Culture. Sur les 150 ans de la République. Écoutez, moi j'ai deux choses à dire. La première, c'est la difficulté de l'installation. N'oublions jamais que la Première République, c'est durant la Révolution française. Il y a une autre République en 1948. Donc, je pense à un article magnifique de François Furet montrant ce chemin difficile conduisant à la République. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, c'est le fait qu'elle impose quelque chose qui est d'ordre de l'égalité. Or, on voit bien à quel point aujourd'hui, cette question d'égalité n'est pas simple. Et je pense que ça renvoie d'ailleurs à la question de la fatigue, ne m'en veuillez pas d'y revenir. Dans la mesure où, d'un côté, il y a cette certitude que l'égalité doit s'installer, et en même temps, il y a une immense déception face au fait qu'elle ne s'installe pas. Et avec une souffrance qui passe par le fait de plus en plus difficilement accepter quelque chose qui est dans l'ordre de la domination, et en particulier la domination personnelle. Donc vous voyez, ça renvoie à des questions extrêmement nombreuses et à mes yeux extrêmement profondes. Et oui, car vous publiez, Georges Vigarello, une histoire de la fatigue du Moyen-Âge à nos jours aux éditions du Seuil. Je dois dire d'ailleurs que l'Institut MK2, les salles de cinéma MK2, crée un institut avec des cycles de conférences et des rencontres. France Culture sera partenaire de cet Institut MK2 et vous serez, Georges Vigarello, le mardi 15 septembre à 20h au MK2 Quai de Loire, où mon camarade Emmanuel Laurentin évoquera avec vous votre livre avec des séquences extraits de films et vous réagirez autour de ce thème de la fatigue. Et justement, puisqu'il est question de séquences Georges Vigarello, je voulais vous faire entendre la voix d'un anthropologue qui nous a quitté hier, David Graeber. Il avait été reçu dans Les Matins le 21 mars 2018. Il nous parlait de son travail sur les bullshit jobs et comment il s'y était intéressé. I'd always had a suspicion that a lot of work is unnecessary. Suspecter le fait que beaucoup de choses que l'on fait, beaucoup de travaux, beaucoup d'emplois sont inutiles. And I kept meeting people now Et that j'ai I'm rencontré beaucoup de personnes exist in more maintenant que bourgeois environments. je vis dans un environnement plus bourgeois et je leur pose des questions, mais qu'est-ce que vous faites? Et ils sont un petit peu embarrassés et leur réponse est en fait on fait rien. I have this office job, but Moi j'ai ce boulot au bureau, mais en fait je produis rien, je fais rien. And I wonder how common is this? So I wrote a Je me suis little demandé à quel point c'était quelque chose qui existait, qui était largement diffusé. Et j'ai fait cette recherche et j'ai écrit ce petit bouquin sur les bullshit jobs. I thought to myself, well, maybe Et je me that's suis the dit, reason we're not actually working a 15-hour week. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne travaille pas ces fameuses semaines de 15 heures. You know, Keynes famously predicted Vous we savez, would be John able to do Maynard that by Keynes now. avait prédit qu'on devrait être capable de ne travailler plus que 15 heures par semaine Maybe he aujourd'hui. was right. Maybe Peut-être qu'il they avait actually raison. have gotten rid of enough Peut-être necessary labor qu'on aurait through pu mechanization that we could be éviter living de the life travailler of grâce à la mécanisation But instead, they just et made up vivre que jobs 15 heures to par keep semaine, us travailler que working. 15 heures par semaine. Mais bon, il faut aller employer les gens. There's always been a degree to which Il y a the highest toujours paid eu jobs are kind of Un degré unnecessary. où un certain nombre de travaux, d'emplois les plus payés, les mieux payés étaient non nécessaires. But even more, in recent years, there's Mais been a au cours des multiplication of dernières these années, il y a eu une intermediary jobs. multiplication de ces boulots intermédiaires. You see this in universities On le very voit clearly. dans les universités de façon très The claire. number of administrative Le staff, nombre de personnel not even the administratif, administrators, but the people who c'est pas work les for administrateurs, mais les administrators, gens qui travaillent pour les has administrateurs, tripled over a the last triplé 20 years. au cours des 20 dernières années. So that Donc, suddenly, anybody soudain, who's important at a university, Toute personne which means not importante à professors, but l'université, administrators, c'est pas des professeurs, ce sont des administrateurs, needs to- is automatically assigned 5 automatiquement assistants. à 5 assistants.
Et puis, il faut inventer quelque chose pour leur donner du boulot. Ça veut dire que des professeurs comme moi passent de plus en plus de temps à remplir des questionnaires et des feuilles. La voix de l'anthropologue David Graeber, ici je vous ai fait entendre cette voix, c'est évidemment pour lui rendre hommage, c'est aussi Georges Vigarello parce que dans la réflexion de David Graeber, il y avait le sentiment d'une injustice profonde, le fait qu'un certain nombre de travaux n'étaient pas fatigants du tout et cependant bien rémunérés, tandis que d'autres extrêmement fatigants et utiles à la collectivité, eux, étaient très mal payé, on retrouve votre objet, autrement dit la fatigue. Bien sûr, non, c'est très profond ce qui vient d'être dit. Mais je résiste quand même à cette idée selon laquelle ce grand anthropologue dit je ne fais rien. Évidemment, il produit, et j'espère que sa production ne se révèle pas être inutile. En revanche, où je le rejoins, c'est dans cette tendance à accroître le phénomène administratif, un peu comme si la nécessité de gérer devait entraîner de plus en plus d'interventions. On l'a vu tout à l'heure quand nous parlions de l'hôpital. Le problème des médecins qui résistent face au fait que c'est plus tellement leur voix qui parle, mais c'est la voix de l'administration qui parle. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. La deuxième, elle porte, et c'est très important me semble-t-il, elle porte sur le fait que nos nouveaux instruments, en particulier les micro-ordinateurs, les téléphones, le régime du clic, si vous voulez, donne le sentiment que... Il y a de très beaux textes d'Antonio Casilli à ce sujet. Donne le sentiment qu'au fond, il n'y a pas de travail. Vous voyez, le clic, c'est pas de travail. Mais quand on analyse de près, d'une part, on trouve que c'est dommage que dans certains cas, ce travail ne soit pas pris en compte. Et quand on analyse de près, j'y reviens, évidemment, ça entraîne quelque chose qui est de l'ordre de la préoccupation, de la difficulté, de la tension, ce qui renvoie de la fatigue. Voilà, les travailleurs du clic dont parlait le sociologue Antonio Casilli, que je connais bien, qui était d'ailleurs un de mes anciens étudiants et que je trouve très brillant, dit des choses tout à fait pertinentes à ce sujet. Et alors, ça renvoie d'ailleurs au fait que souvent, c'est pas pris en compte, alors que ça devrait être pris en compte. Et puis, la dernière remarque que je veux faire, et le Covid nous l'a montré, c'est le fait qu'il y a des travaux qui semblent obscurs, opaques, marginaux, inutiles, et qui se révèlent au contraire fondamentaux. Le confinement nous montre bien à quel point on ne peut pas se passer de tout un ensemble d'interventions qui semblent dérisoires et qui sont en fait fondamentales. Alors, derrière cela, il y a la première conception de la fatigue dans l'univers du travail, qui est tout simplement la fatigue physique, Georges. Bien sûr. Alors là, vous avez absolument raison. La première, la première référence, c'est celle qui porte sur la marque que cette fatigue laisse sur le corps, avec comme remarque subsidiaire le fait que les individus en parlent peu. Vous voyez, dans les époques très éloignées, vous avez peu de témoignages sur ce qui est éprouvé. Et justement, le trajet historique va montrer que l'éprouvé va prendre de l'importance. Donc, ça va très loin, cette idée selon laquelle c'est le physique qui l'emporte. Un point tel que lorsque vous lisez les textes qui prennent en compte la fatigue des combattants, vous voyez très bien que l'indice est exclusivement physique, d'une manière même que nous avons du mal à le comprendre. Par exemple, tel combattant, il ne peut plus lâcher son épée, tellement elle lui est retenue. Ou encore, tel combattant, il lâche son épée. Voilà les indices, vous voyez. Ils ne peuvent plus recourir à leurs armes. Donc, vraiment, le dispositif physique au sens le plus matériel, au sens le plus incarné du terme, est le premier indice de la fatigue. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le temps ? Insensiblement, une conquête de l'intériorité. Ça, c'est passionnant, parce que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, l'histoire, c'est aussi l'histoire de notre propre conscience. Comment cette conscience s'approfondit-elle ? Comment se complexifie-t-elle ? Comment prend-elle de l'ampleur, si vous voulez ? Et là, on voit très bien, je prends un exemple très précis, on voit très bien que le recours à la sensation intime prend progressivement de l'importance. Je prends un exemple. Lorsque vous lisez au XVIIe siècle Saint-Simon et que vous essayez de prendre en compte la manière dont la cour est vécue, vous voyez que pour la première fois, on commence à avoir des textes qui sont du type « il était las de ». Il était importuné par. Il ne pouvait plus supporter telle chose. Louis XIV ne peut plus supporter d'être importuné par un nombre considérable de quémandeurs. Et le voilà qui parfois est obligé de recourir à des sortes de compromis, à des sortes de transitions qui le font souffrir d'ailleurs. Donc vous voyez là, on voit très bien que ça se complique. Alors que vous ne voyez pas de texte de ce genre au Moyen-Âge. Et vraiment faire une histoire de la fatigue, c'est faire cette histoire-là. C'est-à-dire comment finalement notre propre
ampleur de conscience s'approfondit et se complexifie. Et souvent on oublie, je m'excuse d'insister, on oublie pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment que le génie a toujours existé, que les philosophes sont immenses, et c'est vrai. Platon est aussi immense que des philosophes d'aujourd'hui. Néanmoins, la manière dont nous vivons notre conscience, ça s'est complexifié et ça s'est approfondi. Et le cœur de l'enjeu de l'histoire des sensibilités, il est là. Aujourd'hui, Georges Vigarello, la fatigue au travail, ce n'est pas seulement la fatigue physique, c'est aussi la fatigue psychologique. Il y a différents termes pour en rendre compte. Le burn-out en est un. Expliquez-nous comment on en est venu à saisir justement cette notion. Je crois qu'il y a un premier moment sur lequel, personnellement, je me suis beaucoup penché, qui donne le sentiment que ce moment ressemble à la question d'aujourd'hui, c'est la deuxième moitié du 19e. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du 19e ? Accélération considérable du milieu. Télégraphe, téléphone, transport rapide, les express, vous voyez. Bon, la presse tous les jours. C'est-à-dire que certains disent, mais on ne peut pas, c'est impossible. Comment peut-on lire la presse tous les jours ? Comment peut-on se laisser aller aux émotions qui vont se succéder de manière en cascade, vous voyez ? Les savoirs scolaires, de plus en plus immenses. Comment les maîtriser ? Donc les élèves, mais c'est pas possible. Comment pouvez-vous leur faire ingurgiter autant de choses ? Et il y a un mot qui émerge, qui n'existait pas. Vous voyez, les mots, c'est très important. L'apparition de mots. Il y a un mot qui émerge dans les années 70-80 du 19e qui n'existait pas, qui est celui du surmenage. Les instituteurs sont surmenés, les sportifs évidemment le sont, etc. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se produit et qui est le sentiment que l'accélération du monde vous pose un problème que vous avez du mal à surmonter. Certains le surmontent, d'autres pas. Et lorsqu'ils ne le surmontent pas, à quoi sont-ils confrontés ? À une maladie nouvelle également, qui est la neurasthénie. Ils ne peuvent plus. Ils sont effondrés. Ils sont quasiment dans ce qui commence à s'appeler la dépression. Donc là, il se passe quelque chose de fondamental. Comment peut-on prendre en compte une suite à ce type de situation ? Mais figurez-vous que pour moi, ça peut peut-être paraître surprenant, mais pour moi, la suite, ce sont des situations précises de la guerre de 14. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se passe durant la guerre de 14 ? D'abord, des épuisements physiques inouïs, qui sont considérés comme profondément originaux par rapport aux épuisements qui se sont produits jusque-là. Par exemple, vous voyez, il y a des comparaisons qui sont faites entre la retraite de Russie et la guerre de 14. Certains disent non, la guerre de 14, c'est incomparable. Bon. Mais je trouve qu'il y a chez les témoins, en particulier les témoins qui écrivent, les témoins qui sont écrivains, si vous voulez. Je pense à des auteurs comme Gabriel Chevalier et quelques autres, qui disent « nous sommes dépossédés ». C'est-à-dire que face à la contrainte terrible que représente la guerre, les bruits assourdissants, la peur, la nécessité de nous confronter à la faim, etc., nous sommes dépossédés. Et si nous réfléchissons, nous risquons de mourir. À trop réfléchir, nous hésitons, nous tombons. Et nous sommes dépossédés. Et alors, cette dépossession, elle me paraît assez centrale, parce qu'elle est vécue non seulement sur le mode d'une désappropriation, mais elle est vécue aussi sur le mode d'une soumission. Au fond, Gabriel Chevalier, magnifique le texte. Il dit, mais quand je suis désapproprié, je suis un esclave, je suis soumis, on fait ce qu'on veut de moi. Ça, c'est intolérable. C'est totalement neuf par rapport au surmenage. Le surmenage, c'est le fait d'être confronté à de l'impossible en termes d'information et de faire. La situation de la guerre de 14, c'est d'être confronté à une soumission, à quelque chose qui, non seulement nous désapproprie, mais nous empêche de faire ce que nous souhaitons. Ça, c'est neuf. Et je pense que nous sommes les enfants de ce type de situation. Mais alors, quand, Georges Vigarello, le stress psychologique devient-il plus insupportable que la fatigue et l'usure physique ? C'est la montée précisément de l'exigence psychologique, c'est la montée de l'exigence qui consiste à avoir une autonomie sur laquelle nous pouvons absolument compter, qui nous est indispensable parce que c'est notre identité. Si cette identité vient à être bafouée, à ce moment-là, il y a une souffrance très forte qui va prendre de nouveaux mots. C'est précisément le stress. Alors, c'est très compliqué la question du stress. En deux mots, si vous voulez. C'est Célie, un physiologiste canadien qui a mis en évidence ce type de situation. Alors, c'est un mot qui existe dans la physique des matériaux en particulier. Les matériaux nouveaux dans les années 20-30, béton, etc., sont pensés sur la forme d'une résistance à laquelle ils peuvent être confrontés et qui, si ça réussit, à la fois les déforme, mais les renvoie ensuite à la situation première.
Célie va dire, lorsque nous sommes en position de choc, c'est exactement comme les matériaux en question, nous sommes déformés. Et nous allons sécréter des hormones de plus en plus variées, de plus en plus compliquées, chimiques, qui, au fond, compromettent notre propre équilibre. Mais, retour. Autrement dit, notre organisme est capable de se réguler, il est capable de revenir, il est capable de surmonter. Or, qu'est-ce qui se produit lorsque les chocs sont trop fréquents, sont trop multiples, sont trop accumulés? Je ne reviens plus. Je ne peux plus revenir. Je suis complètement désadapté. Et à ce moment-là, la désadaptation est complète parce que ça renvoie à l'ensemble de l'organisme. Ça renvoie à quelque chose qui est physique dans la mesure où il y a du chimie. Il y a de la chimie qui joue un rôle. Et il y a aussi de la perception. Je suis désadapté. Ça, c'est fondamental. Mais vous qui êtes un historien des sensibilités, Georges Vigarello, on se pose toujours la question, par exemple sur le stress. Le mot, vous en expliquez la genèse et surtout le fait qu'il soit aujourd'hui utilisé dans un registre qui n'est plus le registre physique, mais le registre psychologique aussi. Auparavant, est-ce que l'on ignorait la chose? Est-ce que lorsqu'on évoque toutes ces fatigues qui sont des fatigues modernes, la fatigue psychologique, la fatigue liée à la charge mentale, est-ce que ça signifie que lorsqu'on lit les textes du passé, eh bien, nos aïeux ignoraient ces sensations? C'est une question fondamentale à laquelle le historien ne peut pas ne pas être confronté. Je me rappelle d'une thèse d'ailleurs, magnifique par ailleurs, où l'auteur disait Louis XIV subit un stress. Or, personnellement, je ne pourrais pas utiliser ce mot. Non que la thèse soit bonne, hein. L'auteur est magnifique d'ailleurs. Moi, j'ai une grande estime pour lui. C'est Stanis Pérez. Mais en même temps, on ne peut pas utiliser ce mot. Parce que le mot explicite un certain nombre de données qui, sans doute, étaient présentes. Mais qui, en étant nommées, deviennent différentes et deviennent objectivées. C'est ça l'enjeu de l'histoire, voyez-vous. C'est de montrer que peut-être, évidemment, des difficultés, des souffrances existaient, mais le fait d'arriver à les nommer leur donne une surface et en même temps une profondeur qui jusque-là n'était pas prise en compte. Et alors, nommer, c'est une chose, quantifier, c'en est une autre. Oui, je disais tout à l'heure que pour la première fois, le temps de sommeil des Français était passé sous la barre des 7 heures, ce qui est jugé insuffisant. Il y a aujourd'hui de plus en plus de techniques pour mesurer les temps de la vie. Il y a notamment ces montres, vous savez, Georges Vigarello, qui permettent donc de savoir combien de temps on a dormi et puis qui permettent de conserver aussi d'autres paramètres. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça a déjà changé, ces mesures? Parce qu'il y a aussi dans votre livre, l'histoire de la fatigue, une histoire de la mesure du temps. Évidemment. Non, mais c'est un accroissement du chiffre que l'on voit quand même déjà présent il y a très longtemps. Vauban, il tente de chiffrer combien de brouettes un terrassier peut arriver à faire circuler sur une distance X à la journée. Vous voyez, donc la préoccupation du chiffre, d'ailleurs j'ai un chapitre que j'intitule « L'amorce du chiffre ». La préoccupation du chiffre est une préoccupation très ancienne. Simplement, ce qui se produit en particulier, et bien sûr avec la société que je qualifierais de positiviste au 19e, c'est que ces chiffres se multiplient. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils portent sur combien vous consommez d'oxygène, quelles sont les denrées que vous utilisez, combien y a-t-il de calories dans les denrées. Vous voyez, ça se multiplie. Or, aujourd'hui, cette multiplication est encore plus grande parce qu'elle est servie par l'informatique, qui permet d'enregistrer tout un ensemble de données. Moi, tout à l'heure, si je traverse votre île aux Cygnes, je peux savoir combien de pas j'ai fait, vous voyez. Bon, donc, il y a de ce point de vue un chiffrage qui est de plus en plus diversifié. Mais en même temps, à quoi ce chiffrage renvoie-t-il? Il renvoie à une prise de conscience. C'est-à-dire que je suis de plus en plus conscient, même si cette conscience n'est pas fondamentalement hyper précise, je suis de plus en plus conscient de mes propres investissements. Et si j'en suis conscient, qu'est-ce que je peux changer à cela? Puisque on voit bien que l'une des dates importantes dans l'histoire de la fatigue, c'est l'apparition de la notion de rendement. Et c'est encore le rendement et la productivité qui est cherché. Ah oui, bien entendu. Mais personnellement, je conduis à une conclusion que l'on peut bien entendu discuter, mais qui, moi, me paraît très importante et qui est la suivante. La prise de conscience de la fatigue s'est étendue considérablement dans le temps et elle est devenue majeure aujourd'hui. Et en même temps, cette prise de conscience renvoie au fait que la fatigue n'est pas forcément soluble. C'est-à-dire qu'elle est de plus en plus présente et ce qui ne veut pas dire que l'on puisse la surmonter. Donc le travail, c'est à mon sens
une négociation à l'égard de cette fatigue, voyez-vous. Comment arriver à la fois à en prendre conscience, la négocier et, au bout du compte, la supporter. Sauf à utiliser les différents remontants que vous évoquez, Georges Vigarello. Alors, à la fois les substances qui vous permettent de dormir et puis les substances qui vous permettent de vous réveiller. Ben évidemment, c'est-à-dire que l'histoire du recours aux produits, c'est une histoire également très très ancienne. Moi, c'est très intéressant de voir comment les produits médiévaux n'ont rien à voir avec les produits d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on prenait au Moyen-Âge pour... Des épices et de l'eau aussi. C'est-à-dire que puisque le corps du Moyen-Âge est considéré comme un corps essentiellement fait d'humeurs, les humeurs s'échappent avec la fatigue. Et pour compenser, il faut boire. Alors je pense à cet exemple magnifique des croisés qui sont décrits par les chroniqueurs médiévaux et qui, confrontés à la fatigue extrême, heureusement disposent de serviteurs ou de femmes qui viennent leur apporter de l'eau, voyez-vous. Bon, donc ça, c'est des images qui sont très éloignées, mais on voit bien que le travail tente précisément de surmonter ce qui est de l'ordre du déficit. Et cette façon de surmonter va changer avec le temps, bien entendu. Va changer, on le disait tout à l'heure, avec la manière dont vous représentez autrement le corps. Or, aujourd'hui, évidemment, il y a des produits, mais il y a en même temps des stratégies psychologiques. Parce que la question de la façon dont vous fonctionnez psychologiquement est de plus en plus présente. Donc, il y a des stratégies psychologiques qui sont bien connus, hein. La détente, la méditation, ça c'est très neuf. Et c'est très intéressant, personnellement. Pourquoi ? C'est très intéressant parce que ça accroît l'espace intime, ça accroît l'espace intérieur. Et ça accroît la façon dont votre espace intérieur, vous tentez de le pacifier, vous tentez de le négocier, vous tentez finalement à la fois de le faire exister et de mieux le ressentir. C'est très important ça. C'est un enrichissement considérable. C'est un enrichissement, mais c'est aussi parfois décrit par les critiques, bien entendu, de ces pratiques comme un enfermement. Ah ben, ça peut être totalement décevant et ça peut renvoyer à des obsessions, c'est évident. Moi, j'ai pas lu le livre de Carrère, mais je ne serais pas étonné. Oui, je ne serais pas étonné de voir qu'il donne du yoga. Chez ma camarade Olivia Gesbert bientôt, sinon aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, je ne serais pas étonné qu'il donne du yoga une image qui n'est pas toujours positive. Alors, si c'est une image mais je n'ai pas positive, vu, je vais lire, évidemment. D'après ce que j'en sais, mais c'est une histoire qui est rendue complexe par l'histoire personnelle de l'auteur. Je vous présente Georges Vigarello, mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardette et Géraldine Mosna à Savoie. Hervé, de quoi allez-vous nous parler dans quelques instants ? Une chronique en béton ce matin. Et vous, Géraldine ? Sommes-nous fatigués d'être fatigués ? On va le savoir dans quelques instants, 8h43 sur France Culture.